1981, 1998, 17 années de militantisme au sein du Front National de Jean-Marie Le Pen, racontées de l'intérieur par le journaliste Jean-Claude Rollinat. Cela donne un ouvrage intitulé « 17 ans dans les tranchées du Front National, souvenirs de vie d'un apparatchik pas si ordinaire ». Jean-Claude Rollinat, bonjour. Bonjour Martial. Merci de venir présenter cet ouvrage qui est édité chez Dualpha et que vous retrouverez bien évidemment et que vous retrouvez sur la boutique tvl.fr. Alors vous avez intitulé votre ouvrage 17 ans vécu comme militant, comme cadre du Front National dans les tranchées. Mais dites-moi, c'était pas la guerre quand même, on n'est pas en 14-18 à ce moment-là. Non, j'ai utilisé ce terme parce que, évidemment, bien loin de moi cette présomption de me comparer au poilu, mais j'étais un soldat. Si j'avais travaillé au paquebot, qui était le dernier siège du Front National, j'aurais dit que j'étais un soutier. Car j'ai été un cadre intermédiaire du parti et j'ai franchi toutes les étapes, l'adhérent, tout d'abord, en continuant une vie professionnelle, j'allais dire normale. Puis je suis devenu un militant actif de terrain, puis un élu local. Et j'ai eu la chance de rencontrer Gaucher et Collineau, qui ont sans doute apprécié mon petit brin de plume et m'ont proposé, à un moment charnière de ma carrière, à la quarantaine, de devenir journaliste à National Hebdo. J'ai bondi sur l'occasion, et j'avoue franchement que pendant presque 3 ans, je me suis bien amusé, entre guillemets, tout en rendant service, je le pense, à la cause. Et puis, Jean-Pierre Stirbois et Jean-Yves Le Gallou se sont lancés dans la campagne électorale, la double campagne régionale et nationale, dans les Hauts-de-Seine. Ils avaient besoin d'un homme à tout faire pour coordonner les multiples tâches d'une fédération au moment d'une campagne électorale. Ils m'ont choisi. J'ai sans doute réussi d'être à la hauteur et ils m'ont proposé ensuite, lorsque nous eûmes des élus à la région Île-de-France, un premier groupe avec 19 élus, puis 6 ans plus tard, 36 élus, je suis devenu secrétaire général de ce groupe, c'est-à-dire un poste d'observation, une tour de contrôle, quelque chose d'excitant, de passionnant. Rejoignez le Front National en 1981. Oui. À ce moment-là, Jean-Marie Le Pen ne peut pas être candidat à la présidentielle. Bon, ce n'était pas commun que de rejoindre le Front National à cette époque-là. Ah, écoutez, je suis sans doute comme Astérix et Obélix qui sont tombés dans une soupe magique. Moi, j'ai dû tomber dans la soupe de la politique de bonne heure. Et j'ai commencé à m'éveiller aux choses publiques autour de l'âge de 12-13 ans. C'était la guerre d'Algérie, c'était la révolution à Budapest et c'était l'affaire du canal de Suez. Et j'avais le filleul de mon père et un de mes cousins qui étaient tous deux militaires en Afrique du Nord. Inutile de vous dire que je me jetais sur les Paris Match, à l'époque du grand Paris Match, bien sûr, quand c'était pas un hebdomadaire bobo sur papier glacé. Paris Match, à l'époque, faisait d'excellents reportages. Et moi, évidemment, j'ai accroché tout de suite. Et je suis tombé dans la cause Algérie française et je n'en suis pas sorti. Et de là, évidemment, engrenage, adhésion à un parti, petit parti politique centriste, centre-droit à l'époque, qui s'appelait le Centre républicain. Et puis, après, évidemment, le service militaire, le mariage, les enfants, la pause. Et puis, j'ai repris du poil de la bête grâce à mon premier engagement municipal dans ma commune de banlieue, où j'ai pu prendre conscience progressivement de l'invasion migratoire, déjà. Et puis, je regardais sur le marché politique quel était le mouvement le plus proche de mes sentiments. Et j'avais fait une étape intermédiaire au Centre national des indépendants, avec Philippe Malo notamment, qui correspondait peu ou prou à ce que je ressentais. Mais c'était pas un parti très populaire, à la fibre très populaire. C'est un parti, si vous voulez, de bourgeois, de centre-droit, de gens raisonnables, bon, à la moitié, à la manière d'Antoine Pinet, etc. Tous gens honorables, mais j'ai voulu rejoindre quelque chose de plus musclé, de plus militant, quelque chose qui était sur le terrain. Et là, évidemment, j'ai été gâté avec le Front National qui démarrait, qui émergeait, petite étincelle qui allait devenir la grande flamme. Ah, vous avez fait, vous le dites, très tôt de la politique. Les événements majeurs, on le voit dans l'ouvrage, qui ont structuré votre engagement. Vous en avez parlé d'un, oui. C'était celui de l'Algérie française, aussi précédemment ou en même temps concomitamment Budapest, et les événements de 56. Est-ce que vous pourriez dire qu'à ce moment-là précis, le Front National, le profil type du militant du Front National, c'est, dans ce début des années 80, un militant anticommuniste, primaire, secondaire et viscéral, dira Jean-Marie Le Pen, et nostalgique, disons, de la grandeur de la France. Est-ce que c'est le profil type ?
Alors ça, oui, je l'ai ressenti tel quel. Des gens qui souffraient de la situation de la France et qui sentaient déjà avec prémonition ce qui allait arriver. Le Pen a été une vigie. Il a annoncé 30 ans, 40 ans avant tout le monde, ce qui allait arriver. Alors vous savez très bien qu'on a toujours tort d'avoir raison trop tôt, et à l'époque, Le Pen disait tout haut ce que beaucoup de gens pensaient tout bas. Et là, ça correspondait tout à fait à ce que je ressentais sur le terrain en tant que petit élu municipal dans une ville de banlieue où progressivement la population changeait déjà. Et mon épouse, qui était enseignante, le vivait, elle, vraiment d'année en année sur le terrain, en voyant les chères têtes blondes peut-être diminuer au fur et à mesure qu'arrivaient des têtes brunes. Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture de votre ouvrage. Il y a tout d'abord le récit du militant et de l'élu local. Vous en avez déjà évoqué les contours dans les Hauts-de-Seine et après de Paris. Un quotidien qui est fait de collages, de rencontres, de réunions. Bref, là aussi quelque chose d'assez classique, mais ce qui l'est moins, c'est le climat dans lequel cela se déroule. C'est un climat difficile, on dira même que c'était dans un environnement qui se montre quelquefois particulièrement hostile. Ah, tout à fait. Bon, je repense à l'un de nos chers amis disparu, hélas, Michel Goliard, avec qui je distribuais des tracts sur le marché de Gennevilliers, et je dois l'avouer, piteusement, tous deux, nous avons battu en retraite parce qu'il y avait un fort parti d'allogènes qui était prêt probablement à en découdre, et j'ai vite évalué, et Michel aussi, le rapport des forces, et vous savez, la guérilla, elle affronte jamais une division blindée bien constituée, elle s'égaye dans la montagne. Eh bien, nous avons pris piteusement la poudre d'escampette, mais il n'y avait pas d'autre solution. Ça, c'était très, 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 très dangereux par moments. Le décollage aussi. Alors moi, je me souviens d'une anecdote très amusante à l'époque où Le Pen avait fait un basculement difficilement compréhensible par certains militants, c'est vrai, à l'égard de la politique vis-à-vis de l'Irak. Et un jour, nous étions en train de coller dans une banlieue chaude et nous fûmes pris à partie par un parti de maghrébins. J'ai eu l'idée subitement de leur dire, mais vous attaquez Le Pen, mais Le Pen, il défend qui? Qui défend en France la position d'un pays arabe indépendant, nationaliste? C'est Le Pen. Et je vous avoue franchement que c'était un pari idiot. Je me suis dit, ils vont nous foutre dessus. Eh bien, subitement, ça les a ralentis dans leur action. Leur leader a dû se dire, mais après tout, ce gars-là, ce qu'il me dit, c'est pas faux. Le Pen défend les pays arabes qui défendent leur indépendance. C'était, vous vous rappelez, à l'époque, évidemment, du conflit qui nous entraînait au Moyen-Orient. Voilà, vous voyez, ça, c'est une petite anecdote, ça m'avait marqué, ça. Et puis, il y a eu des collages beaucoup plus chauds, notamment au pot de Beson, à la frontière du 95, du 92, où là, ça devenait vraiment de plus en plus chaud, et où nous entendîmes des coups de feu tirés. Alors, ça, je ne saurais pas qui a tiré les coups de feu. Je pense que c'est pas notre fait, mais peut-être la partie adverse. Et là, évidemment, quand on entend des coups de feu qui sont tirés, on commence à se dire, n'étant pas armé soi-même, il est temps de décrocher. Bon, il y a eu plein de choses comme ça. Mais il y a plus général, d'ailleurs, c'est un moment où le Front National a des blessés, même des militants. Mais bien sûr, il y a des gens il y a quelques rares militants, hélas, qui sont morts. Bon, et ça, on n'en parle plus. Et il y a eu des gens blessés. Et puis, on a eu aussi des gens héroïques, comme par exemple, je relate l'affaire, Pierre Van Dorp, conseiller municipal à Gennevilliers, qui, sentant sa famille agressée, a eu un réflexe, il a pris son fusil et il a tiré en l'air. Bon, quelques plombs, paraît-il, auraient touché l'un de ses agresseurs. Et on en a fait une affaire énorme. L'humanité s'est déchaînée. Les communistes sont venus. Après, Gennevilliers, superbe municipalité communiste. Donc, Pierre Van Dorp a vécu un martyre. Il a été écroué pendant 3 semaines. Et in fine, les autorités ont, devant la gravité de la chose, ont décidé de le mettre au cachot, à l'abri, pour lui éviter un mauvais parti, un mauvais sort. Il a été libéré. Je me souviendrai de cette journée magnifique où le Gallou et moi, nous avons payé la caution et nous sommes allés aux portes de la prison pour aller le ramener chez lui. Mais vous voyez, ça, ce que je raconte, c'est une anecdote parmi d'autres. Il y a eu d'autres choses d'aussi saisissantes et d'aussi poignantes que je raconte au fil des pages. Alors, il y a les grands moments du Front National qui ponctuent ces années de militantisme. Alors, j'ai retenu, par exemple, ce que vous appelez
appelée la fête des BBR, c'est qui est la fête des Bleus Blancs Rouges, qui était, si j'ai bien compris, une contre-fête de l'humanité. Donc ça, la fête des Bleus Blancs Rouges, un moment important, les défilés en l'honneur de Jeanne d'Arc, le 1er mai pour le Front National à partir de 1988, si j'ai bien suivi ce que vous indiquez dans l'ouvrage, les consultations électorales. Quel moment particulier gardez-vous à l'esprit parmi tous ceux que j'ai cités? Écoutez, la grande messe. Alors, il y a eu les grandes messes, les congrès ou les meetings de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen aurait fait pleurer un bloc de béton, tellement il avait un talent oratoire évident, tellement il a. Bon, il est encore parmi nous. Et moi, je garde des souvenirs inoubliables des manifestations BBR, les Bleus Blancs Rouges. Si vous voulez, une kermesse populaire. Alors au début, c'est Michel Collineau qui a eu cette idée-là. Ça a débuté comme une petite kermesse de paroisse, comme une petite kermesse d'école, voyez-vous. Et puis après, ça a pris une ampleur considérable. Et vous l'avez dit, on tentait de faire une contrefête de l'humain. Alors évidemment, les grosses vedettes du showbiz ne sont jamais venues, mais il y en a une ou deux qui ont tenté de venir et ça leur a pas porté bonheur. Mais ça fait rien. Il y avait une fraternité. Le bourgeois côtoyait le prolo. Passez-moi l'expression, entre guillemets. Il y avait une fraternité. Les gens cassaient la croûte. Il y avait des orchestres, les meetings, il y avait des spots thématiques. Si vous voulez, c'était une journée ou deux journées inoubliables qui brassaient des milliers et des milliers et des milliers de personnes dans une ambiance bon enfant. Alors, malheureusement, il y a eu une fête où il y a eu un accident tragique, un câble électrique mal isolé, et l'un des participants à cette fête a été électrocuté. Et le soir même, je me souviendrai toujours du titre, des titres de la presse du soir, un mort chez Le Pen. Vous voyez, la façon de traiter une manifestation pareille, jamais il n'aurait titré de la même chose si un événement semblable s'était produit à la fête de l'UMA. Si j'ai bien compris, ça n'impliquait pas le Front National. Bien sûr que non. D'accord. Que non. Il y a eu aussi des affaires, des moments retentissants. Alors, les premières victoires du Front National à Dreux, là on est en 1983, l'affaire du point de détail, l'affaire Carpentras, des affaires qui, bien évidemment, maintenant s'estompent dans l'esprit des téléspectateurs aussi, ou tout au moins ceux qui ne les ont pas vécues. Que vit-on dans ces moments-là? C'est vraiment difficile. Si vous voulez, il y a eu un autre moment que vous n'avez pas cité. Il y a eu 84, l'immense défilé pour la défense de l'école libre. Et moi, j'ai participé à ce défilé avec Jean-Marie et ses lieutenants, fraîchement élus au Parlement européen, 10 élus. En 84, l'irruption du Front National, 11% des voix, et j'avais écrit « C'est le 14 juillet de Le Pen ». Il fallait voir, si vous voulez, cet enthousiasme autour du cortège du Front National qui était inséré dans le cortège plus important, bien sûr, de tous les manifestants en faveur de l'école libre. Alors, il y a eu, évidemment, l'affaire du détail. L'affaire du détail a secoué quand même en interne le parti, mais pas tant que ça. Rappelez les faits de secondes. Écoutez, on lui a posé une question à Le Pen sur les camps de concentration, les chambres à gaz, etc. Et Le Pen a répondu spontanément en disant « c'est un détail ». Et lui, dans son esprit, c'était non pas un détail où au sens populaire du terme on dit oh, « c'est secondaire ». Non, dans son esprit, c'était un détail, c'est-à-dire une partie d'un tout. Car la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, il y a les camps de la mort, mais il y avait aussi les débarquements, il y avait la résistance, il y avait Vichy, etc. etc. Il y a plusieurs chapitres. Bref, ça fait une affaire politico-médiatique de grande ampleur. Mais bien sûr, de très très grande ampleur. Et si vous voulez, Le Pen a été marqué du signe infâme de la bête. On l'a assimilé à un néo-nazi. Donc on a eu énormément de difficultés à remonter la pente. Moi je me souviens que sur certains marchés, on a été verbalement agressé par des gens qui nous balançaient ça dans la figure. Bon, c'était extrêmement difficile. Et alors, ça n'a pas ébranlé tellement le corpus militant. Ça a surtout touché quelques élus aux marges, notamment des notables qui avaient rallié Le Pen, je dirais vulgairement pour aller à la soupe. Alors ceux-là sont partis très vite parce que ils étaient frileux, ils n'étaient pas doctrinalement bien vertébrés. Bon, je pensais que vous alliez me parler de l'affaire de Dreux, enfin de la victoire de Jean-Pierre Servoiseau, parce que c'est en 83 et il y a une alliance déjà entre la droite et la droite nationale, la droite conservatrice et la droite nationale. Alors, oui, en 83. En 83, une première, Jean-Pierre Stirbois a réussi un coup fameux. Il est devenu maire adjoint de Dreux au terme d'une campagne formidable contre la socialiste sortante et le candidat, je crois qu'il était UDF, tête de liste.
a proposé de faire donc au deuxième tour une liste d'union, et il a réparti les postes RPR, UDF, FN. Alors évidemment, tollé général, mais c'était déjà une première. Jean-Pierre avait entrebâillé la porte, et il avait mis son pied, une porte qui, théoriquement, n'aurait jamais dû se refermer. Or, nous avons vu qu'elle s'est refermée après. Les majorités RPR, UDF dans les régions cherchaient toujours à obtenir les votes du Front National. Ils voulaient bien la voix de nos élus, mais ils voulaient pas partager les postes de responsabilité. Voilà. Bon, et puis alors, vous l'avez cité, il y a eu l'ignominie suprême, l'affaire de Carpentras. Alors là, on en a fait une affaire monstrueuse. On a accusé le Front National d'une chose inouïe, déterrer le corps de quelqu'un. Et ce monsieur Germont, en plus, qui était d'israélite, était sympathisant du Front National. Et on a accusé le Front National d'avoir, comment dirais-je, déterré des cadavres d'Israélites. Or, on s'est aperçu que plusieurs années après, c'était en fin de compte des zozos, des pauvres types qui avaient procédé à cela. Alors, nous n'avons pas eu droit aux excuses, mais on a eu droit à un immense défilé avec le président de la République en tête et l'effigie de Jean-Marie Le Pen pendue. Ben écoutez, faut vraiment être un Le Pen bien costaud pour endurer ça. On va parler de Le Pen. Mais il y a aussi, alors lors de ces 17 années dans les tranchées, la rencontre avec des personnalités toujours remarquables de votre point de vue. Vous avez cité Jean-Pierre Stirbois, vous avez cité Jean-Livre Le Gallou, que vous citez dans l'ouvrage Karl Lang, Bruno Gollnisch et beaucoup d'autres. Vous les avez tous côtoyés. Que dire d'eux? Est-ce que ce sont des politiciens comme les autres, ou est-ce qu'ils ont, on va dire, un supplément d'âme? Objectivement. Objectivement, je dirais, pour certains, ils sont devenus politiciens après. Parce qu'il faut apprendre le métier. Comme le disait Mitterrand, la politique, c'est un métier. Mais leur engagement est un engagement désintéressé. Ce sont des idéalistes, ce sont des gens qui souffrent de la France, de voir la France telle qu'elle est. Et alors, heureusement, on a des intellectuels de haut niveau comme Gollnisch, n'est-ce pas? Inutile de faire son portrait. Et on a un intellectuel, un technocrate, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, comme Jean-Yves Le Gallou, remarquable. Moi, je l'ai vu à l'œuvre pendant 12 ans au Conseil régional. J'ai vu ce dont il était capable de faire. Et voilà. Bon. Et puis tant d'autres. Michel Collineau, que j'ai cité tout à l'heure brièvement. Génial inventeur de RLP Hebdo. L'inventeur aussi de la petite fête des Bleus Blancs Rouges, qui est devenue une immense kermesse, je l'ai cité. Le créateur du journal RLP Hebdo, qui est devenu National Hebdo, dirigé par Gaucher. Bon, et puis il y a tant d'autres talents qui sont venus s'agglomérer autour de ces gens-là. Après, il y a eu Bruno Maigret. Bon, Bruno Maigret a apporté la rigueur des énarques, même si, bon, il y a eu le clash. Bon, le clash de 98, qui est un drame, objectivement. Voilà. Donc, ce sont des gens, au départ, qui sont désintéressés, qui sont talentueux, qui sont des idéalistes, et qui apprennent le métier de la politique, et qui, somme toute, s'en sortent très bien. 17 ans d'engagement vont se conclure quand même par un départ. Jean-Marie Le Pen aurait dit une trahison. Vous rejoignez Bruno Maigret dans une scission avec le Front National pour la création d'un mouvement qui s'appelle le MNR, le Mouvement National Républicain. Et ce clash met à bas le mouvement national, on va dire, pour au moins quelques années. Et là, vous écrivez « Le Pen est un monarque absolu ». Et vous avez mis 17 ans pour vous en rendre compte. Alors, oui et non. Le Pen est un intellectuel, mais c'est en même temps un homme de terrain. C'est un homme qui est aussi à l'aise dans les milieux de la haute société que dans les milieux prolétaires. C'est un personnage qui a un répertoire en chansons qui est phénoménal. Il est capable de citer des vers de différents poètes. Bon, il a un talent de plume remarquable, et surtout, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un orateur de talent qui est capable d'embraser complètement dans une foule et une salle. Bon, et c'est pour ça que c'est le type même. Alors, il est un peu, est-ce le succès qui lui fait tourner la tête, entre guillemets? Il a tendance à être autocratique, si vous voulez. Voilà, bon. Et c'est le fait qu'il s'entoure de lieutenants qui acquiescent plus ou moins, et puis il y a des divergences, non pas idéologiques, mais il y a des divergences de stratégie, et ce qui fait qu'il va y avoir le clash entre Maigret, Le Gallou, Timmermans et bien d'autres d'une part, et Jean-Marie Le Pen. La crise de 98, moi j'ai été sidéré, j'étais pas dans la confidence, et j'assiste au Conseil national, et pour la première fois, je vois un Jean-Marie Le Pen qui dominait toujours ses congrès, boycotté, presque sifflé. Et là, j'avoue que j'ai été ébranlé. Mais
il a refusé, je pense, un compromis qui avait été tenté par certains, et les Maigret et ses lieutenants n'ont peut-être pas saisi la perche, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai trouvé que la tentative de Le Gallou et de Maigret de moderniser la droite nationale était plus positive qu'un Jean-Marie qui s'enfermait un petit peu dans un Front National de papa. Voilà, bon, j'ai fait ce choix. Nos ennemis s'en réjouissaient, bien sûr. Vous pensez, l'inimaginable qui se produit, l'implosion du Front National. Et c'est vrai, vous l'avez dit, pendant quelques années, le mouvement national a eu du mal à s'en remettre. L'expérience du MNR n'a pas duré. Un certain nombre de ces cadres ont cessé toute activité politique et un certain nombre d'autres ont rejoint ce qui est devenu le Rassemblement national. Pour leur carrière électorale, évidemment, c'était un meilleur choix. Vous avez fait le choix de rejoindre un petit parti qui s'appelle le Parti de la France, de Karl Lang, qui était Karl Lang. Thomas Joly en dirige aujourd'hui ce Parti de la France, ce PDF. Mais ni les uns ni les autres ne vont pouvoir remettre en cause la prédominance du Front National, ou Reconquête n'y arrivera d'ailleurs récemment pas non plus. Vous avez, en fait, tout le temps, et depuis 1998, sous-estimé Marine Le Pen. Alors, oui. Le problème du Front National, qui est devenu le Rassemblement National, c'est 89 députés. Je vais vous dire, le Rassemblement National, le RN, lui, récupère les bénéfices d'une action antérieure. Le Pen a creusé le sillon. Les militants et les permanents... On est en 2023 maintenant. En 2023, Marine Le Pen a été 2 fois candidate et 2 fois au deuxième tour de la présidentielle. Oui, je termine ma petite démonstration. La récolte a été faite quand même. Nous avons semé, nous avons arrosé, ils ont récolté. Le temps que les idées, si vous voulez, pénètrent bien l'opinion. Et puis, il faut bien le dire, ce qui se passe, ça favorise l'émergence d'un parti politique tel que le Rassemblement national. Alors Marine Le Pen a incontestablement un talent, puisqu'elle a rassemblé sur son nom un pourcentage jamais atteint par son père, encore moins par Bruno Maigret. Donc, objectivement, il faut reconnaître qu'elle a préempté l'affaire. Et que, malheureusement pour lui, Éric Zemmour, qui est un pur et dur, qui n'est pas politicien du tout, il est trop cash, il l'a payé lors de la dernière présidentielle par un modeste score. Alors, celle qui tient la corde aujourd'hui, dans la famille nationale, c'est effectivement Marine Le Pen. Alors, jusqu'où ira-t-elle? Est-ce qu'elle décrochera la timbale? Ça, nous le saurons dans 4 ans. Mais vous voulez pas l'aider? Vous qui avez fait de la politique depuis l'âge de 10 ans. Eh bien, je l'ai aidé à ma manière, à mon modeste échelon. J'ai soutenu et j'ai fait une interview du candidat du Rassemblement national aux élections législatives dans ma circonscription. Voilà. Bon, j'ai distribué des tracts pour lui, dans mon village, dans les hameaux alentours, et j'ai fait une superbe interview dans présent de ce candidat, présent, hélas, quotidien, qui a aujourd'hui disparu. 17 ans dans la même boîte, diraient les entrepreneurs. Ça marque un bonhomme. Vous écrivez, je vais lire les dernières lignes, la fin de votre ouvrage. Je vous en prie. Le petit garçon que j'étais et l'adulte que je suis devenu, s'il n'a pas atteint ses objectifs politiques, a réalisé ses rêves de voyage. Il a fondé une famille avec une belle descendance et pendant 12 ans, il a bénéficié de l'affection de son chat. Après tout, que demander de plus? Voilà. Vous avez parfaitement résumé l'état d'esprit dans lequel... 17 ans de tranchée. Ah oui. Pour arriver à ça? 17 ans dans les tranchées pour arriver à ça, oui. Sans aucun regret. Si c'était à refaire, je referais pareil. Ben alors, on va découvrir ça dans 17 ans dans les tranchées du Front National. C'est aux éditions du Alpha. Et vous retrouvez Jean-Claude Rollinat sur la boutique TVL, boutiquetvl.fr. Merci d'être venu à TV Liberté. C'est moi. Merci.